si la vie vous donne des citrons, il semblerait qu'elle vous donne aussi des conjoints infidèles qui se prennent pour Mère Teresa. Qui aurait cru que le chagrin d'amour et les mauvais choix financiers pouvaient être considérés comme de la charité? Après m'avoir trompé, ma femme a dilapidé son indemnité de divorce. Elle est revenue me supplier. Je l'ai traitée comme une moins que rien et je ne lui ai rien donné. Moi, 40 ans, je suis marié à Holly, 38 ans, depuis 12 ans. Tout allait bien dans notre mariage. Nous avons 2 enfants. Nous vivons dans une belle ville. Nous avons des emplois confortables. Et en général, je pensais simplement que nous étions tous les deux heureux ensemble. Je pensais me tromper, car je ne peux pas comprendre qu'elle puisse être heureuse et me tromper. C'est tout simplement inconcevable. Je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit de spécial pour découvrir sa liaison. C'était un pur hasard. J'étais dans le jardin un soir de week-end. J'étais sorti avec les enfants, car j'avais l'impression qu'ils passaient trop de temps devant les écrans. Pendant qu'ils jouaient, j'étais assise sur le perron. La rue était calme, c'est pourquoi j'ai remarqué une voiture arriver au loin. Elle s'est arrêtée à une certaine distance de chez nous, puis est repassée devant. 1 ou 2 minutes plus tard, Holly est arrivée. J'ai trouvé ça bizarre, car il n'y avait aucune raison qu'elle aille à pied jusqu'à la maison au lieu de se faire déposer juste devant. Je lui ai tout de suite demandé pourquoi elle était venue à pied et elle a marmonné une excuse bidon, comme quoi Uber s'était trompé d'adresse. Je lui ai dit que j'avais assez souvent pris Uber pour savoir que se tromper de maison ne serait jamais un problème. Elle a prétendu qu'elle ne voulait pas en faire toute une histoire avec le chauffeur, puisqu'il se montrait déjà désagréable. Alors, elle a préféré s'épargner des ennuis. Je lui ai fait remarquer que le chauffeur était quand même passé devant chez nous. S'il avait fait demi-tour, ça aurait été plus logique, mais il ne l'avait pas fait. Elle a marmonné de nouveau, comme si elle ne comprenait pas mes questions. Je lui ai demandé qui l'avait déposé, et elle a insisté sur le fait que c'était un chauffeur Uber. J'ai remarqué son comportement suspect, et c'est précisément pour ça que je ne l'ai pas cru. Alors, je lui ai clairement fait comprendre que je ne la croyais pas. Je lui ai dit qu'elle allait devoir me dire la vérité, mais elle a maintenu que c'était le cas. Elle m'a alors dit que j'exagérais et que je m'inquiétais pour rien. Je lui ai répondu que je n'avais pas peur de demander aux caméras de surveillance des voisins les images pour relever la plaque d'immatriculation et identifier la personne. Elle m'a dit que j'étais folle et que je manquais d'assurance. J'ai reconnu mon manque d'assurance et je lui ai dit qu'elle pouvait tout arranger en me montrant l'application Uber sur son téléphone. Elle a refusé. J'ai un peu insisté pour lui prendre son téléphone, mais elle a catégoriquement refusé de me le rendre. À ce moment-là, j'étais absolument certaine que la personne qui l'avait déposé était un homme dont elle ne voulait pas que je connaisse l'existence. J'étais furieuse. J'ai dit aux enfants de rentrer regarder la télé, et ils l'ont fait avec plaisir. On était seuls dehors. Elle a essayé d'entrer, mais je l'ai bloquée. Elle s'est plainte que les voisins allaient nous voir, et je lui ai dit que je m'en fichais. Je voulais qu'elle me réponde et me dise qui l'avait déposé, car j'avais déjà compris ce qui se tramait dès qu'elle avait refusé de me montrer l'application Uber. Elle m'a dit qu'elle allait parler, mais qu'elle voulait qu'on aille dans la chambre. Elle a catégoriquement refusé de dire quoi que ce soit tant que je n'aurais pas donné mon accord. Alors, j'ai cédé. Elle a tenu parole, et quand on est arrivé dans la chambre, elle s'est assise sur le lit. J'ai remarqué que ses yeux étaient déjà embués, comme si elle allait se mettre à pleurer. Je lui ai dit qu'elle pouvait commencer à parler. Elle a tenté une dernière fois, en essayant de me faire croire que je me trompais complètement. Mais je lui ai dit qu'elle devait arrêter ses bêtises et dire la vérité, car il était clair qu'un autre homme était impliqué et je perdais patience. Plus elle jouait avec moi. Finalement, après un silence interminable, elle a lâché, il y a quelqu'un d'autre. Aussitôt après, elle s'est mise à pleurer. D'habitude, ses pleurs m'auraient instantanément mis en mode Marie, mais là, elle avait l'air si mal en point que ça m'irritait. J'avais besoin qu'elle s'explique, car je n'étais même pas sûr d'avoir bien compris. Je lui ai demandé de s'expliquer et elle m'a dit qu'elle voyait un autre homme. Elle a dit que c'était juste pour s'amuser et qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, puis elle s'est remise à pleurer. J'ai mis un temps fou à lui soutirer toute l'histoire, mais j'y suis finalement arrivé. Ce type, Jessie, elle l'avait rencontré lors d'un événement où elle avait emmené nos enfants. C'était un père célibataire, venu avec son propre enfant. Ils avaient commencé à discuter comme toujours dans ce genre d'événement et elle s'était sentie très mal pour lui quand il avait parlé de ce qui s'était passé avec sa femme. Apparemment, elle était décédée.
Il commençait à souffrir de solitude et s'était rendu compte qu'aller à ses activités pour enfants avec sa fille était un moyen de sortir et de se sentir moins seul. Apparemment, son histoire larmoyante, vraie ou fausse, l'avait suffisamment touché pour que ma femme, dans sa grande naïveté, choisisse de le consoler. La rencontre qu'elle m'avait annoncée avec nos enfants avait lieu chez lui. Et même si elle ne voulait pas l'admettre, j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle avoue avoir couché avec lui à cette occasion. Ils avaient dormi ensemble pendant que les enfants étaient sans surveillance dans le salon. Plus je lui posais de questions, plus la situation empirait. Ils avaient couché ensemble plusieurs fois, mais elle était incapable de dire combien. Elle jurait que c'était moins de 10 fois, car ils ne se fréquentaient que depuis quelques mois. Je lui ai demandé comment elle avait pu trouver le temps de me tromper autant de fois en si peu de temps. Elle n'a rien dit. Je lui ai demandé si elle éprouvait des remords. Elle a prétendu que oui. Je lui ai demandé si elle comptait arrêter d'elle-même avant que je ne la surprenne. Elle a hésité, puis a dit qu'elle savait que ça finirait par s'arrêter, ce qui ne m'a pas vraiment convaincu. Je lui ai demandé si elle m'aurait avoué sa liaison si je ne l'avais pas surprise. Elle a répondu oui, mais visiblement, je ne suis pas dupe. Je n'y croyais pas et je le lui ai dit. Je l'avais mise au pied du mur. Dès qu'elle a compris que l'application sur son téléphone prouverait qu'elle mentait, elle a inventé un mensonge en un clin d'œil. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix et devait avouer, espérant sans doute obtenir mon pardon. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui pardonner. Je détestais l'infidélité, et elle le savait. Pourquoi aurais-je dû pardonner à quelqu'un avec qui j'avais partagé ma vie pendant 12 ans, et qui semblait encore minimiser son infidélité? Entre deux sanglots, elle tenta de se justifier, affirmant qu'elle savait que c'était grave et que c'était mal. Mais c'est justement parce qu'elle pensait aider Jessie qu'elle avait commencé. Elle reconnut avoir laissé la situation perdurer, mais essaya de présenter toute cette histoire comme un acte de charité. Je lui demandai si elle ferait la même chose pour un sans-abri, et elle se mit en colère. Je lui dis qu'eux aussi étaient seuls, et que si elle voulait vraiment faire preuve de charité, c'était un bon point de départ. Je lui dis que si elle ne le faisait pas pour un sans-abri, c'est parce qu'elle trouvait Jessie attirant. Ce n'était pas un crime, mais en tant qu'épouse, elle se devait d'avoir de la maîtrise de soi, et c'est là qu'elle avait failli. Tout ce qu'elle disait sur sa solitude n'était qu'une excuse. Au final, elle avait couché avec lui parce qu'il était attirant, et tout le reste n'était qu'une justification. Après mes remarques, elle n'a même pas cherché à se défendre. Au lieu de ça, elle s'est contentée de s'excuser. Elle répétait sans cesse les mêmes choses, comme si ça devait me faire pardonner instantanément. Au lieu de ça, ça m'agaçait de plus en plus. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien d'autre à ajouter. Je lui ai clairement fait comprendre que j'allais dormir dans la chambre d'amis et qu'on en reparlerait le lendemain matin. J'ai cru la voir s'illuminer à ce moment-là, mais je l'ai corrigé, quand j'avais dit, en reparler, ça n'avait rien à voir avec le fait de passer à autre chose. Il était évident qu'il n'y avait probablement aucune chance de tourner la page. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Elle s'est agenouillée et a commencé à me supplier, mais j'ai simplement secoué la tête et quitté la pièce. J'étais tellement furieux que j'ai dû aller m'asseoir avec mes enfants au salon pour me calmer. Ils regardaient des dessins animés, ce qui m'a permis de penser à autre chose qu'à ma femme. Bien sûr, j'avais conscience du bouleversement que venait de provoquer ma vie, et je ne pouvais pas l'oublier complètement. Elle n'est pas sortie de sa chambre de toute la nuit. J'ai même dû aller la voir au milieu de la nuit pour m'assurer qu'elle ne s'était pas fait de mal, ce qui, heureusement, n'était pas le cas. C'est le lendemain matin, au moment de préparer les enfants pour l'école, qu'elle est sortie de sa chambre. Elle avait l'air vraiment pitoyable, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je l'ai repoussée sèchement car nous n'étions plus amis et je ne voulais pas qu'elle fasse semblant. Depuis, nous vivons toujours ensemble, mais je dors dans la chambre d'amis. J'y ai installé toutes mes affaires. Je sais que le divorce est la prochaine étape. J'ai consulté un avocat et, même si je n'ai pas encore franchi le pas, je sais que ça va arriver. Il va falloir qu'on parle bientôt à nos enfants, et je n'ai aucune envie d'y être. De toute façon, on ne peut pas y échapper. Je ne sais pas quoi dire ni comment on peut éviter que ça arrive. On ne peut pas contrôler un partenaire infidèle. S'il veut tromper, il trompera. C'est une question de chance. Alors, il faut juste croiser les doigts pour que la personne avec qui on choisit de passer le reste de sa vie ne nous fasse jamais ça. Le pire, c'est que ta femme trouve que tromper est un acte de charité. J'ai aidé un homme seul à se sentir mieux dans sa vie. C'est du jamais vu.
Elle t'a fait vivre un enfer en essayant de faire croire qu'elle avait fait une bonne action. Si elle avait de vrais remords, elle n'inventerait pas d'histoire pour justifier ses infidélités. Elle assumerait ses responsabilités et partirait discrètement. Tu as compris la suite. Fais-le. Tiens-nous au courant. Il me semblait normal de vous donner des nouvelles de mon ex-femme infidèle après avoir écrit mon premier message. Je suis heureux d'annoncer que le divorce est prononcé et que cette saga est enfin terminée. Il y a beaucoup à dire. J'ai fait signifier les papiers du divorce à Holly alors que nous étions tous les deux à la maison. Honnêtement, même si elle a gâché ma vie en détruisant le bonheur que nous pensions avoir construit, je ne dirais pas que je la haïssais. Je ne l'aimais tout simplement plus. Je ne voyais pas l'intérêt de l'humilier en lui faisant signifier les papiers au travail ou en public. Alors, j'ai simplement demandé à ce que quelqu'un vienne chez nous. Elle avait le cœur brisé. Elle est venue me supplier, les larmes aux yeux. Je lui ai dit que j'y avais déjà suffisamment réfléchi et qu'il n'y avait aucune chance que je lui pardonne et que je passe à autre chose. Elle avait juste besoin d'être loin de moi et nous pourrions vivre en paix en tant que coparents, mais elle n'obtiendrait rien de plus de ma part. Elle pleurait sans cesse, mais je l'ignorais. Nous avons finalement dû parler à nos enfants, ce qui était très difficile pour moi. Aucun des deux n'avait encore 10 ans, mais nous avons dû leur expliquer pourquoi papa et maman n'allaient plus vivre sous le même toit, et ça m'a brisé le cœur. L'aîné savait ce qu'était un divorce et s'est mis à pleurer. Le plus jeune, sans même bien comprendre, s'est mis à pleurer lui aussi. J'ai détesté ce moment, et tout cela simplement parce que ma femme n'arrivait pas à se contrôler. C'est difficile d'exprimer à quel point je me sentais impuissant. Quand le divorce est finalement arrivé, j'ai essayé de nous amener à trouver un accord, mais j'imagine que son avocat lui avait dit qu'il était inutile de laisser les choses se régler facilement. Alors, les choses ont traîné en longueur, malgré mon désir d'une séparation à l'amiable. Je déteste vraiment la procédure interminable et douloureuse du divorce, mais elle le voulait pour être sûre de me briser complètement lors de la séparation. Finalement, nous avons dû comparaître devant le juge, et disons simplement que les choses ne se sont pas déroulées en ma faveur. J'ai gardé la maison, ce qui était probablement ma seule véritable victoire. La garde des enfants a été partagée en 2 parts égales, comme prévu, tout comme le partage de nos finances. J'y ai perdu car je gagne plus qu'elle depuis longtemps. En plus de cela, je dois payer une pension alimentaire pour enfants. Je ne reçois pratiquement rien qui ne m'appartienne déjà. Pour information, elle est sortie du divorce avec près de $100 000. Si l'on tient compte de sa part de la maison et de ses économies, ce n'était pas une mince affaire pour démarrer sa nouvelle vie. J'ai eu l'impression d'être volé lors de la séparation. Et c'est là que j'ai failli perdre la tête. Environ 2 mois après le divorce, Holly m'a dit vouloir me parler un jour où je venais chercher les enfants. Je m'attendais à ce qu'elle me supplie de lui donner une nouvelle chance. Mais c'était pire encore. Elle m'a demandé un prêt de $200. Je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin d'argent alors qu'elle était bien plus riche après le divorce. Elle a expliqué qu'elle avait des problèmes d'accès à l'argent, mais qu'elle me rembourserait dès que possible. Sachant que son bien-être avait un impact sur ses enfants, j'ai décidé de l'aider, d'autant plus qu'il ne s'agissait que d'un prêt. Finalement, je n'ai jamais revu cet argent, car j'ai découvert que ses problèmes d'accès à l'argent n'avaient rien à voir avec ça. Elle m'a dit qu'il y avait eu des imprévus avec l'argent et qu'elle avait vraiment besoin de mon aide. Elle a ajouté qu'elle avait démissionné et que la situation était difficile. Je lui ai demandé pourquoi elle avait démissionné alors qu'elle avait un bon emploi. Elle a prétendu devoir rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je lui ai fait remarquer qu'elle ne les avait que la moitié du temps. J'ai également souligné que j'avais moi aussi un emploi, et que cela ne me posait aucun problème lorsqu'ils étaient chez moi, car je faisais toujours appel à une baby-sitter avant mon retour du travail. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait même pas prétendre que le coût d'une baby-sitter était un problème, puisqu'elle venait de recevoir une somme d'argent importante. Elle a marmonné en guise de réponse, et je lui ai dit qu'elle allait devoir s'expliquer sérieusement sur la disparition de $100 000, en grande partie non imposée. J'ai insisté sur le fait qu'il faudrait vraiment faire des dépenses stupides pour que l'argent disparaisse aussi vite. C'est alors qu'elle a daigné m'expliquer comment l'argent avait disparu. Elle avait investi cet argent, mais sans succès. Elle s'était aussi acheté un camion, ce qui avait englouti la moitié de son gain en un instant. Elle l'avait payé comptant, pensant frimer et faire le bon choix. Je n'aurais plus à m'inquiéter pour le crédit auto. Elle avait aussi aidé un ami dans une situation difficile, qui s'appelait Jessie, j'ai découvert par la suite. Je n'ai pas réussi à savoir combien elle lui avait donné.
Elle a catégoriquement refusé de dire, alors, je sais que ça a dû être une grosse somme. Je lui ai demandé pourquoi, après avoir dépensé autant, elle se sentait libre financièrement de démissionner. Elle a juste marmonné. Je suppose que Jessie a probablement prétendu qu'il prendrait soin d'elle, car j'aime à penser qu'elle est trop intelligente pour quitter son travail comme ça. Ou peut-être qu'elle considérait la pension alimentaire comme suffisante pour vivre modestement. Je lui ai fait remarquer que je lui versais une pension alimentaire, donc je n'étais pas pressé de la sortir de cette situation, puisqu'elle recevrait mon argent tous les mois de toute façon, que ça me plaise ou non. Elle a continué à supplier, alors j'ai fini par lui dire que j'allais y réfléchir, et qu'il valait mieux qu'elle ne perde pas son temps. Quand elle m'a recontacté une semaine plus tard pour me demander si j'avais pensé l'aider, je lui ai dit que oui, mais qu'elle devait venir chez moi. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé la laisser s'en tirer facilement, mais j'étais furieux. J'étais vraiment furieux de la façon stupide dont elle avait dépensé l'argent et du fait qu'elle essayait encore de me faire porter le chapeau, alors que c'était moi qui avais pris l'argent au départ. Je savais que je ne lui donnerais pas un centime. Alors, quand elle est arrivée, j'ai été direct. Je lui ai fait comprendre qu'il était hors de question que je l'aide à moins qu'elle ne me supplie. Elle a paru choquée, mais elle a compris que je ne plaisantais pas. Elle m'a dit qu'elle avait déjà essayé de me convaincre, mais je lui ai dit qu'elle devait insister. Elle s'est mise à genoux et a commencé à me supplier de l'aider. Elle a dit qu'elle était désolée pour tout ce qu'elle avait fait qui l'avait menée à cette situation, mais qu'elle avait besoin de mon aide. Elle m'a dit qu'elle avait été stupide avec l'argent et qu'elle avait juste besoin d'une perfusion pour se remettre sur pied. J'ai pris mon temps pour lui répondre, car plus je parlais, mieux je me sentais. Pendant toute cette histoire de divorce, je n'avais jamais cherché à la faire se sentir mal. Mais j'étais contente de l'avoir enfin fait, car elle le méritait. Sans même que je dise un mot, elle s'est agrippée à mes jambes en me suppliant, et j'ai vu qu'elle avait commencé à pleurer. Au bout d'un moment, je me suis levé, je suis allé chercher mon téléphone où je l'avais posé pour enregistrer, et je lui ai dit que je ne lui donnerais rien. Sa première réaction ? Elle n'arrivait pas à croire qu'après tout ça, je puisse refuser de l'aider. Je lui ai dit qu'elle avait gâché ma vie et que c'était le moins que je puisse faire pour me sentir mieux. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Elle avait l'air d'une enfant. Elle était humiliée et en colère. Elle a levé le poing comme si elle voulait me frapper. Je lui ai dit d'essayer et j'ai ri. Si elle l'avait fait, je n'aurais pas hésité à riposter. Elle m'a insulté et m'a dit qu'elle me détestait. Je lui ai fait comprendre que je la détestais aussi. Elle m'a menacé de mort si je publiais cette vidéo. J'ai juste ri. Je n'avais pas l'intention de la publier. Je ne l'ai toujours pas fait, mais peut-être un jour, juste pour tester sa menace. Elle est sortie de chez moi en trombe, mais avant cela, elle a essayé de lancer un petit objet en métal sur la télé, sans succès. J'ai ri encore plus fort, et elle avait vraiment l'air prête à me tirer dessus si elle avait eu une arme. Finalement, elle est partie avec son camion, qu'elle est trop superficielle pour vendre. Depuis, je ne la vois que pour déposer ou récupérer les enfants. J'ai gâché trop d'années de ma vie dans ce mariage. Je ne pense pas donner une autre chance aux relations sérieuses. Pas après ça, mais qui sait ? L'avenir me réserve peut-être une surprise. Elle a eu le culot de se mettre à genoux et de te supplier de l'argent après tout ce qu'elle a fait, après tout ce qu'elle a pris. Après tout le chaos qu'elle a provoqué, et tu es resté là, impassible, à la laisser passer pour la pauvre idiote qu'elle est. Le comble. Franchement, l'image d'elle en larmes, les poings serrés, jetant des objets, claquant la porte, l'air complètement humilié, je ne peux rien imaginer de mieux.